le terme bon vivant, j'aime beaucoup aussi. Et en consultation, il y a énormément de personnes qui arrivent et qui me disent « je suis un bon vivant hein. ». Et là maintenant, je leur réponds que malheureusement, les bons vivants par rapport à l'alcool, ça fait très vite des bons morts. Et nous revoici pour un nouvel épisode de La Voix du Yéti, où aujourd'hui nous allons parler alcool. J'ai avec moi non pas Thierry Croix, mais Pierre Surquin. Salut Pierre. Bonjour. Et notre invité du jour, Alexandre Beyer. Bonjour. Bienvenue. C'est bien prononcé. C'est bien, hein? Ça donne toujours le stress de Beyer. On est ravis de t'accueillir. Merci. Un sujet qui nous tient forcément à cœur, le rapport à l'alcool. Tout le monde a un point de vue par rapport à ça, mais tout le monde ne connaît pas vraiment les effets de l'alcool. Toi, tu es alcoologue. Oui, je suis alcoologue, et pas que. Et pas que. Alors justement, on commence par ça. Peux-tu te présenter succinctement ? Alors, déjà, je vais te demander de me répéter la définition de succinctement. Non, mais je peux me présenter... En moins d'une heure. Et terminer, effectivement. Je suis alcoologue et alcoolique et abstinent. J'ai arrêté de boire il y a un peu plus de 10 ans. On ne parle plus maintenant, on essaie de ne plus parler d'alcoolisme et du mot alcoolique parce que ça stigmatise. Donc j'ai un trouble de l'usage de l'alcool, ou j'avais un trouble de l'usage de l'alcool, qui a fait que la première partie de ma vie, jusqu'à 37 ans, a été complètement chaotique. Au début, j'avais l'impression que je gérais, à la fin, je ne gérais absolument plus rien. Et le jour où j'ai eu ce déclic d'arrêter de boire de l'alcool, j'ai eu une grosse année pour me refaire et puis me rétablir. Et puis j'ai recommencé à vivre. Et depuis une dizaine d'années, j'ai ajouté quelques cordes à mon arc et je suis devenu alcoologue pour non seulement mieux savoir probablement pourquoi est-ce que moi j'étais tombé dedans, tout seul comme un grand, et pour certainement aider d'autres personnes à essayer de s'en sortir. Ça, c'est en gros qui je suis. Et en gros, c'est ce que tu fais. On aime bien aussi distinguer ce qu'on fait dans la vie et ce qu'on est. T'es bien plus que ça, bien sûr, mais donc, dis-nous aussi un peu, s'il te plaît, dans le qui tu es. Qui es-tu pour vouloir, à un moment donné, qu'est-ce que tu cherches quand tu veux aider les autres à dépasser ça ? Qu'est-ce que tu es allé chercher chez toi ? Qu'est-ce que ça te procure à toi ? Quel est ton bénéfice personnel aujourd'hui de continuer à accompagner les gens à comprendre ce que c'est qu'être alcoolique et peut-être avoir des pistes pour pouvoir vivre avec ça ? Alors, pourquoi je suis devenu ce que je suis maintenant ? Qu'est-ce que j'ai essayé de chercher dans l'aide, dans l'accompagnement aux autres personnes ? C'est tout con. Je suis revenu à moi en 2014-2015 et à ce moment-là, je me suis dit, tiens mon coco, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Parce que tu n'as même pas le diplôme de secondaire. Le seul diplôme que j'avais, c'était un diplôme d'une école de théâtre à Bruxelles, que j'avais réussi, je pense, en disant que j'avais mes secondaires, mais ils n'avaient jamais vérifié. Et donc je me dis, me relancer à 37-38 ans dans une carrière de comédien, ça va être un peu compliqué. J'étais animateur radio depuis une trentaine d'années. Je me dis, recommencer à essayer d'être animateur radio, ça risque de ne pas payer mon loyer tout de suite. Qu'est-ce que je sais faire ? Et du fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'en fréquentant les groupes de parole, les alcooliques anonymes par exemple, quand je prenais la parole, les autres me regardaient et écoutaient attentivement et venaient me poser des questions. Et je me suis dit un jour, pourquoi est-ce que je ne verrai pas ce que je peux faire pour aider d'autres personnes à sortir de leurs soucis avec l'alcool. Et j'ai utilisé à l'époque ce moteur de recherche que tout le monde connaît pour voir quelles étaient les alternatives pour quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. Et de fil en aiguille, dans mes recherches, j'ai appris qu'il y avait un terme qui s'appelle pair aidant, la pair aidance, P-A-I-R, et c'est quelqu'un qui est sorti d'une addiction et qui a les épaules suffisamment larges pour accompagner d'autres personnes confrontées. Et je me suis dit, ça, c'est dans mes cordes, pourquoi ne pas essayer ? Il ne faut pas véritablement de diplôme, je vais tenter cette formation à l'université de Mons, et ils m'ont recalé. Ça, c'est un petit peu comme ça que ça a débuté. Ils t'ont recalé. Pourquoi ils t'ont recalé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est une directrice qui devait prendre pour l'université de Mons 15 élèves par année, avec deux étudiants du sexe opposé par pathologie.
Il y avait l'alcool, il y avait les troubles mentaux, dépendance aux drogues, etc., etc. Le sans-abrisme aussi. Et je pense qu'il y a cette annonce et qu'il y avait des subventions wallonnes et non de la communauté française de Bruxelles. Donc, je partais déjà avec peu de chance et elle m'a dit que de toute façon, j'étais déjà un père aidant et qu'elle ne me voyait pas dans cette formation. Je me suis dit, zut, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant si ce n'est charlatan, si j'accompagne quelqu'un sans diplôme, sans titre, sans rien, c'est un peu bizarre, surtout pour en faire un métier, il y a un échange d'argent et qui je suis. J'ai postulé l'année d'après, dans cette même école. Et elle m'a à nouveau recalé, cette dame, France, que je salue si jamais elle tombe sur ce podcast un jour. Et elle m'a encore recalé. Tu lui as demandé pourquoi? Elle m'a dit oui, mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà, votre profil ne colle pas trop. Et peut-être que j'ai un look un peu, ou en tout cas à l'époque, un look un peu propre par rapport à ce qu'elle se faisait comme image du père aidant, qui est généralement quelqu'un qui a véritablement souffert en apparence, alors que moi, si elle m'avait vu les 2 dernières années de ma pratique alcoolique, elle aurait compris qu'il fallait tout de suite me mettre dans cette formation. En tout cas, tu ne portais pas les stigmates. Voilà, enfin, vaguement, disons, je donnais le change. Et donc, elle m'a encore recalé. Et ironie du sort, c'est que maintenant, après, j'ai fait d'autres formations parce qu'elle ne voulait pas. J'ai ouvert mon cabinet malgré que je n'en avais pas spécialement l'autorisation ni la possibilité. Mais c'est pas un métier protégé, de toute façon. Non. Il n'y a pas d'accès à la profession. Il n'y a pas d'accès à la profession. Et maintenant, son assistante m'a sollicité pour donner des cours de père aidant dans cette formation plateforme de santé mentale. Donc c'est l'ironie du sort. Un peu de syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça? Oui, quelque part. Ouais, de se dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je mérite ma place? Disons que si c'est pour accompagner quelqu'un à trouver un autre boulot, comme ça se fait pas mal, du job coach et tout ça, c'est pas véritablement problématique. Si t'es nul, t'es nul. Tandis qu'ici, on est en train de jouer avec la santé mentale et physique de certaines personnes. Donc même si j'ai suffisamment de recul pour me dire « Oula, ça c'est pas pour moi, il faut un psychiatre ou au minimum un généraliste et un gastro-entérologue », mais il y a un moment où, n'étant pas médecin, on ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont à la limite ou bien qui mentent sur leur état ou comment déceler cela. Et effectivement, ce syndrome de l'imposteur, il était assez important au début. Comment as-tu fait pour le dépasser? J'ai pris du recul, j'ai proposé tout de suite aux personnes qui venaient me voir en consultation de dire je ne suis pas médecin, donc s'il vous faut un médecin, je vous encourage à en consulter un. Je ne suis ni psychologue ni psychiatre, donc chez moi, on ne va pas remonter dans le passé et je ne vais pas vous donner de médicaments et on ne fera pas de sevrage. Je vais vous donner de la motivation pour essayer d'arrêter, pour vous conforter d'avoir fait le bon choix, mais en tout cas, tout ce qui touche au côté médical, je ne le ferai pas. Et de fil en aiguille, j'ai une amie qui m'a un jour proposé, qui m'a envoyé un lien d'une formation universitaire en alcoologie à l'ULB. ULB, UCL et ULG, c'est interuniversitaire. Et je me suis dit, moi, je vais quand même regarder à quoi ça ressemble. Et j'ai vu que c'était une 40aine d'élèves, que la plupart étaient déjà médecins, psychiatres, psychologues, pharmaciens. Je postule pour rire. Et le directeur de cette formation me dit, étant donné que vous pratiquez déjà depuis 1 an ou 2, on va quand même vous donner la possibilité de nous rencontrer par visio. Et je tombe sur 4 pontes de l'addiction en Belgique, des professeurs d'université, des médecins renommés. J'ai leurs 4 tronches que je connaissais sur mon écran d'ordinateur et ils me posent des questions tour à tour. Et finalement, je suis accepté à la formation et j'ai réussi cette formation. Donc là, je me suis dit, OK. Ça t'a fait du bien, ça, non, d'arriver au bout d'une formation sur quelque chose, sur un sujet qui te touche, reconnu par tes pairs? Ah oui, tout à fait. Et puis, et au fur et à mesure qu'on envoie chez moi, que certains grands psychiatres envoient chez moi certains patients qui ne savent pas gérer et tout ça, oui, ça a pris une ampleur. Maintenant, le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai plus. S'il y a un doute médical, je redirige, mais a priori, j'ai les épaules suffisamment larges grâce à cette formation. Et c'est après cette formation que tu as pu dire, voilà, mon étiquette, c'est alcoologue. Oui,
D'accord. C'est formation de combien de temps? C'est 15-16 mois avec des examens oraux et un travail de fin d'études. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont profondément marqué au cours de cette formation, qui t'ont éclairé plus particulièrement, qui t'ont... Pas spécialement, parce que j'ai pris ce que j'avais à y prendre et j'y ai laissé ce que j'avais à y laisser. Dans le sens où on a parcouru la quasi-intégralité des choses qu'on peut parcourir en alcoolologie, à savoir, on est passé de l'intégralité du corps humain et des dégâts corporels que peut engendrer une consommation excessive d'alcool, aux troubles cognitifs, neurologiques et tout ça, et n'étant pas dans ce domaine-là, je ne m'intéresse pas à ça, donc c'est une partie des cours que j'ai pu mettre de côté en la survolant et en la connaissant quand même un petit peu. Mais donc j'ai pris ce que j'avais à y prendre, et j'avoue qu'en psychologie et en psychiatrie, c'est quand même très souvent des choses que je pratiquais déjà moi-même, de manière tout à fait logique et intuitive. Mais ce diplôme ne m'a pas spécialement donné une envolée ni un départ de carrière fantastique. Ce diplôme m'a juste dit, ce que tu faisais déjà, c'était comme ça qu'il fallait déjà faire. Ok. Mais maintenant, tu en es sûr. Alors, on s'adresse à l'alcoologue. C'est quoi un alcoolique? Alors, il y a une dizaine de définitions différentes. Il y en a une qui est pas mal, c'est une personne qui a perdu la possibilité de dire non au verre suivant. Voilà. D'accord. Parce que dans toutes les définitions possibles, une personne qui est véritablement confrontée à l'alcoolisme et qui est dedans peut dire « Ah oui, mais ça, moi pas. Ah oui, ça, moi pas. » Et celle-là, c'est véritablement, quand tu prends 2 verres, normalement, tu en prends un 3e, un 4e, un 5e, un 6e. C'est pas le 6e qui nous met dedans, c'est le premier, en tant qu'alcoolique. C'est le premier qui déclenche le « Oh, j'en veux un 2e et un 3e ». Et puis avec le temps, la dépendance s'installe, et ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 vient tous les jours. Et de plus en plus tôt, et bien, on peut discuter là-dessus, parce que certaines personnes viennent me voir en consultation et me disent « Je bois pas le matin, hein, tout fier comme ça ». Et puis, les consultations avancent, et puis finalement, je me rends compte que la personne se lève à 14h. Donc oui, on boit pas le matin, mais à 14h30, quoi. Et donc, il y a plein de... On essaye de ne pas l'être, en fait, parce qu'on sait qu'une des conséquences de se l'avouer, ben, c'est... En tout cas, la plus sage, ce serait d'arrêter de consommer de l'alcool. Et ça, quand on est confronté, on n'a pas envie d'arrêter de boire de l'alcool. Est-ce que la première conséquence, c'est pas la honte? Alors, et j'en discutais encore hier avec un homme, chez nous, les hommes, on s'en fout quand même un peu de la honte. C'est quelque chose qui frappe et qui marque énormément les femmes, surtout. Il y a d'ailleurs des bouquins qui sont écrits par des femmes, pour les femmes, et qui traitent de la honte. Donc, oui. Est-ce que la honte ne se résout pas par un verre supplémentaire? Pas spécialement, mais disons que là... Enfin oui, en fait, oui. Je pense que quelqu'un qui a honte de sa consommation d'alcool, généralement, l'alcool nous fait oublier les domaines qui nous ennuient. Et si cette honte persiste, oui, ben, un verre nous fera oublier qu'on est honteux. Et on passera à autre chose. Donc oui, en fait. Toi, les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils te disent parce qu'ils sont déjà dans une étape de démarche. À quelle étape de la démarche ils sont au moment où ils viennent te rencontrer? Il y a déjà eu des discussions avec leur conjoint, il y a déjà eu des difficultés, parce que ça isole l'alcool, ça remplace tout le monde autour de toi. À quelle étape ils sont quand ils viennent te voir en général? De la plus petite consommation, quelqu'un qui est récemment venu, il boit 2 bières tous les jours. Ça c'est 2 chimets, et c'est tous les jours. Donc on n'est pas dans des consommations horribles, énormes, mais il n'arrive pas à se passer de ces 2 bières. Et jusqu'à très très loin. Donc il y a véritablement un éventail de possibilités. Les gens ne sont pas cons. Ils ne viennent pas me voir quand ils sont à l'article de la mort. À ce moment-là, ils vont chez un médecin ou ils vont directement à l'hôpital. Même si certains sont quand même à la limite d'y passer. Mais en tout cas, je n'ai pas de patient type. J'ai souvent le patient qui est envoyé par sa femme, parfois la femme qui est envoyée par son mari. Donc là, à ce moment-là, il y a souvent un gros déni, et je sais que cette personne ne reviendra pas spécialement souvent, mais en tout cas, on a fait le déplacement parce qu'il y avait la menace de séparation. Un cas qui est un cas.
une représentation assez typique, ça reste une femme de la quarantaine qui a passé une bonne partie de sa vie avec son mari à boire une bouteille de vin presque tous les soirs, et puis le mari n'est plus là, parce que dans la quarantaine, souvent on divorce, et la bouteille, elle est toujours là, mais ces trois verres se sont transformés en 6, voire parfois 7, 8. Ça, c'est des consommations qui sont généralement traitées. C'est 6, 7, 8 verres de vin par jour, et pas encore véritablement problématiques. Surtout les femmes. Les hommes viennent souvent un peu plus tard, quand il y a quand même déjà des bobos, quand il y a des problèmes avec la justice, quand il y a des problèmes de boulot, quand il y a des... Mais la femme, souvent, anticipe. Toi, c'est vraiment très mixte. Dans ta patientèle, tu as hommes et femmes. Ah oui, hommes et femmes, et de 18 à 84. L'alcool chez les jeunes, c'est le même type d'alcool. Tu retrouves les mêmes mécaniques, les mêmes phénomènes de la même manière? Pas spécialement. Pas spécialement. Dans les très jeunes, c'est excessivement compliqué, mais il y a souvent des passés très lourds. Et ça a très souvent commencé à boire déjà à 12, 13, 14 ans, pas tous les jours, mais en tout cas des doses d'alcool. Il y a parfois même les parents qui encourageaient, parce qu'eux avaient eux-mêmes des dépendances à des drogues plus dures. Enfin, plus dures, l'alcool étant la drogue la plus dure, mais je veux dire, il y a des enfants. Je pense à une personne en particulier dont les parents étaient héroïnomanes. Et forcément, elle a grandi dans un univers avec des cendriers partout sur les tables, des bouteilles renversées. Et là, l'accès de l'alcool est plus important. Mais les jeunes, c'est très souvent une fuite. Très, très souvent une fuite. Il n'y a pas cette volonté du goût et d'échapper un peu pendant quelques instants. Il y a véritablement, je veux oublier, je ne veux pas y penser. Est-ce qu'il y a une recherche aussi de comprendre dans ton parcours ta propre mécanique, ce qui t'a amené à ta forme d'alcoolisme à toi, qui t'a aussi motivé à aller comprendre et démonter et montrer aux autres pour les aider cette mécanique-là, cette origine, ce qui amène chacun malheureusement sur un parcours alcoolique? Alors c'est multifactoriel, cet alcoolisme. Et moi, quand j'ai arrêté de boire, à ma première réunion dans un groupe de parole, quelqu'un m'a dit, j'ai demandé est-ce que je dois être accompagné par un professionnel de la santé, un psychologue ou un psychiatre. Et quelqu'un m'a dit, si tu n'en ressens pas le besoin, je te conseille de ne pas le faire. Et je n'en ai pas ressenti le besoin. Et finalement, je n'ai jamais suivi de thérapie, jamais fait de thérapie. Et grand bien m'en a fait parce que je n'en avais pas spécialement besoin. Donc je ne suis jamais allé chercher spécialement en arrière ce qui avait bien pu m'y mener. Et un jour, j'ai compris, dans les grandes lignes, pourquoi, très certainement, j'avais sombré dans l'alcool. Mais j'ai pas, donc, pour répondre à ta question, essayé d'aider les autres pour essayer de voir d'où provenait le mien, mon alcoolisme, parce que je l'ai trouvé assez facilement sans véritablement le chercher. C'était pas la suite de ta thérapie, si tu veux, c'est ça. C'était pas une continuité à ta thérapie, donc tu n'en as pas faite. Non. Ok. Non. J'ai tendance à avoir un cliché, en tout cas une croyance. C'est que, et tu peux me la démonter si vraiment c'est pas le cas, j'ai la croyance que finalement l'alcoolisme c'est une solution à un autre problème. Tu vois que on commence à boire parce qu'on a un autre problème derrière et que finalement l'alcool nous permet de dépasser ce problème ou de l'anesthésier. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai et faux, bien sûr. Disons que l'alcool c'est la meilleure automédication du monde. C'est accessible 7 sur 7, 24 heures sur 24. Tu habites un bled paumé, à 3 heures du matin, tu vas toujours, a priori, en faisant quelques kilomètres, trouver de l'alcool dans une station-service ou autre. Donc, si tu te sens mal, généralement, tu as appris qu'après 7, 8, 9, 10 minutes du premier verre de vin ou d'alcool, ça ira mieux. Ça ira un petit peu mieux, l'espace d'un instant, pendant 20, 30, 45 minutes, et puis tu reprends un deuxième verre, et ainsi de suite, jusqu'à 3, 4. Et ça, inconsciemment, tu comprends assez rapidement que cet alcool n'est pas la solution à ton problème, mais en tout cas un bon pansement temporaire. Et si ce mal est douloureux et profond et ne se résout pas et ne se guérit pas, cet alcool sera toujours à portée de main et va venir se transformer en addiction
et en dépendance qui, elle, nécessitera une prise quotidienne. Mais donc, effectivement, il y a très souvent quelque chose quand même qui vient déclencher le fait qu'on ait envie d'un peu plus d'alcool que les autres. Mais donc, au moment où tu commences à essayer de te soigner de cet alcoolisme, ton problème est souvent encore là. Le problème qui t'a poussé à l'alcool est là. Et donc, est-ce que tu dois, quand tu veux traiter ton alcoolisme, traiter et l'alcoolisme et le problème qui te faisait aimer un peu plus que les autres l'alcool ? Oui. Ça dépend si on arrive à mettre le doigt dessus. Bien sûr, c'est pour ça que les thérapies sont bonnes, parce qu'on va trifouiller un petit peu dans le passé. Faut pas oublier et perdre de vue que les bons psychologues et psychiatres, bons et bonnes psychologues et psychiatres, sont formés pendant des années pour poser des questions en fonction des réponses qu'on leur donne. Donc, aller dans des terrains et dans des directions qu'on n'a pas spécialement envie de parcourir. Et donc, oui, en fonction de la direction qu'on prend, on met des mots sur des ressentis, on allège notre esprit et forcément, on va moins aller vers la bouteille ou vers d'autres médicaments ou d'autres drogues pour alléger nos maux. Donc, effectivement, par contre, si la dépendance à l'alcool a pris le pli, bien sûr qu'il va falloir traiter les deux en parallèle. Après, il y a des questions que je me pose aussi, c'est par rapport au rapport à l'identité. Je prends des exemples que tout le monde connaît, comme des Reggiani, tous les anciens connaissent les Reggiani, les Gainsbourg, les Renaud, qui, peut-être parce qu'ils sont alcooliques, alors qu'ils sont peut-être introvertis à la base, l'alcool leur permet de devenir cet extraverti que tout le monde aime. Et donc, du coup, tu vois, si tu supprimes l'alcool, tu redeviens l'introverti que tu es, avec la peur de ne plus être aimé, etc. Est-ce que finalement, cet alcool qui t'aide face à la scène, par rapport au trac, etc., n'est pas aussi une solution, justement, et que si tu supprimes cet alcool, tu perds cette aura que tu as parce que tu es alcoolique? Oui, peut-être. Moi, j'ai pris ton exemple de Renaud. J'ai l'impression que même alcoolisé, il n'est pas spécialement extraverti. Hein. Il reste encore un peu oui, effectivement. Introverti, mais un peu moins introverti pour signer des autographes. Et d'ailleurs, malheureusement, ce qu'il est devenu maintenant, c'est... C'est l'ombre de lui-même. Ouais. Ah oui. Je ne sais même pas s'il arrive encore à articuler des mots, et pourtant, il donne encore des concerts. Mais oui, supprimer l'alcool, parfois, t'enlève un morceau de la personnalité qui t'a fait connaître. Et effectivement, si tu avais eu affaire du jour au lendemain à Gainsbourg, qui s'asseyait à une table dans les 3 dernières années de sa vie et qui te disait « Ah oui, bonjour, comment allez-vous » Effectivement, j'en discutais avec mon épouse hier et je serais dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Le Gainsbourg qu'on aime, Oui, l'alcool a pris carrément la place, fait partie de l'identité à un moment donné du personnage. Alors oui, mais là tu m'as cité des exemples qui sont notoires, dont l'alcoolisme est reconnu de longue date et qui changeaient effectivement leur personnalité. Désolé pour mon chat, normalement il s'en va, il y a un moment donné où il s'en va. Pas de souci. Et on aime les chats ici. Je vais même faire une petite pause pour l'envoyer courir derrière les souris. Voilà. Et certaines personnes, énormément de personnes dans le monde artistique, dans le monde de la chanson, dans le monde du théâtre et du cinéma, picolent sans qu'on s'en rende compte. Et leur personnalité est issue de petites demi-bouteilles de vodka, mais qu'on n'a pas vues et qu'on n'imagine même pas. Mais il y en a qui fonctionnent au quotidien avec des doses acharnées d'alcool et qui donnent le change et qui ne donnent pas à leur personnalité un côté un peu désinvolte. Est-ce qu'on ne touche pas là aussi, puisqu'on parle d'identité, à l'identité même de l'alcool, où finalement, c'est presque, dans certains milieux, dans certaines circonstances, c'est quelque chose qui non seulement n'est pas tabou, mais plutôt valorisé, voire parfois valorisant. Lui, il tient bien l'alcool, il a une bonne descente, c'est un bon vivant. C'est plutôt positif, l'alcool. C'est même presque initiatique. Maintenant, on est assez grand pour boire un petit verre à table. Et que ça biaise complètement le rapport qu'on peut avoir avec une substance qui, à terme, peut être très dangereuse pour soi-même et pour sa santé et pour celle des autres. Oui, c'est effectivement valorisé, en tout cas. Surtout encore en France, la culture du vin
Et il faut surtout pas y toucher. Dans beaucoup de régions, c'est encore sacralisé, c'est valorisé, c'est valorisant. Le terme bon vivant, j'aime beaucoup aussi. Et en consultation, il y a énormément de personnes qui arrivent et qui me disent « Je suis un bon vivant. Hein. » Et là maintenant, je leur réponds que malheureusement, les bons vivants par rapport à l'alcool, ça fait très vite des bons morts. Et c'est vrai, parce que dans les chiffres, le bon vivant à 50 ans, 55, 60, on est dans une époque où les réseaux sociaux nous permettent de voir certaines publications de copains et de copines qui disent « Ah, sacré Didier, t'étais toujours le plus drôle, c'est toujours le meilleur qui nous quitte en premier. » Et puis tu cliques sur la photo du Didier et tu vois que les 5 photos de profil, c'est Didier, il est dans un bar avec des coupes de champagne. Malheureusement, les bons vivants font les bons morts et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Il y a un paradoxe... je voyais la photo d'une copine hier ou avant-hier qui était dans un bar et qui se marrait et qui a mis en légende moi j'arrêterai pas ce produit et grand bien lui fasse. C'est peut-être le produit un jour qui l'arrêtera, mais en tout cas je comprends toutes les parties de ceux qui boivent, de ceux qui peuvent pas s'en empêcher, de ceux qui se croient valorisés, mais je constate juste une chose, c'est que malheureusement mal utilisé sur du moyen et du long terme, cet alcool vous mène dans des directions que vous n'avez pas spécialement envie, et beaucoup plus rapidement qu'on ne peut le penser, malheureusement. Et du coup, il y a un parti dont on parle peu, ce sont les lobbies. Parce qu'en Belgique, on est quand même de grands producteurs de bière. Les États-Unis sont de grands consommateurs. D'ailleurs, le changement de taxe fait peur à InBev et compagnie. La France, on n'en parle pas avec leur consommation de vin. Là, c'est les plus gros producteurs de vin. Quand je prends un peu les chiffres, en Belgique, c'est plus de 10 litres d'éthanol en moyenne qu'un consommateur consomme après plus de 15 ans. Donc, plus de 15 ans, 10 litres d'éthanol pur. Donc, ça veut dire l'équivalent de plus de 2 bières par jour et par personne, en sachant qu'il y a pas mal de personnes qui ne boivent jamais. Donc, c'est quand même énorme, cette consommation-là. Et donc, à un moment donné, est-ce que ce lobby n'est pas aussi... ne crée pas finalement de la maladie chez nous ? Parce que si on voulait, on pourrait. On sait que ça détruit, les familles. Tu vas dans les prisons, tu rencontres quoi ? Des dealers de drogue et des alcooliques qui ont craqué, qui ont fait des conneries. Hein. J'ai bossé en prison. Ce qu'on appelle le pauvre mec, c'est le type alcoolique qui à un moment donné a craqué et qui a eu toutes les misères du monde parce que sa famille s'est détruite, parce qu'il a fini par passer à l'acte violent, que cet acte violent a été récidiviste. Et ce sont ces gens-là qu'on retrouve en prison. On retrouve rarement Machiavel. Il n'y en a pas beaucoup des Machiavel en prison. Tu retrouves des paumés. Eh bien, finalement, est-ce que notre société n'est pas protectrice de ces lobbies et ne crée pas des paumés en série ? Oui. Le lobby, en tout cas, ont pour fonction directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, de retarder au plus tard possible les interdictions que le Conseil supérieur de la santé essaye d'appliquer, et via les ministres. Les lobbies sont là pour faire les intermédiaires et pour essayer de continuer à faire prospérer ces ventes d'alcool qui sont excessivement lucratives. Et c'est tellement de milliards qui sont mis en jeu que, bah oui, ils jouent sur la moindre virgule, et en jouant sur la moindre virgule, en acceptant de faire gagner un petit peu de terrain à l'autre sur des mesurettes absolument débiles, ben oui, forcément, il y a plus de gens qui consomment de l'alcool, et oui, forcément, il y a plus de neuneux, de violents. C'est 85% de personnes et de violences intrafamiliales qui sont perpétrées par des personnes, hommes, femmes, qui étaient sous influence d'alcool. Donc oui, les lobbies contribuent clairement et lourdement au coût des hospitalisations, aux coûts médicaux, aux mutuelles, quelque part, et au décès de personnes qui ont trop consommé. Mais quand on regarde ça de manière un petit peu plus de l'intérieur, on se rend compte à quel point c'est beaucoup plus costaud qu'on l'imagine. J'ai cette chance depuis cette année d'être dans le Conseil supérieur de la santé et de voir un petit peu l'envers du décor, et de voir un petit peu comment est-ce que certains alcoologues, dont je fais partie, il y en a certains qui sont là depuis très longtemps et qui montent au créneau et qui proposent certaines choses. Et pour donner un bête exemple, oui, il est possible que l'alcool soit retiré des stations-service,
mais la nuit. Voilà. Ok, on arrive maintenant au stade de comment toi tu peux accompagner les gens. Je te donne un exemple, je vais prendre le mien. Je travaille en profession libérale, j'ai régulièrement des restaurants. Je me dis, tiens, je suis pas alcoolique parce que je picole pas tous les jours, mais il m'arrive régulièrement dans un restaurant d'avoir une consommation excessive, je vais dépasser la bouteille, l'apéritif, plus le pouce. Et le pire, c'est que j'arrive à conduire après. Ce qui est terrible, arrive Dry January, je me dis, tiens, c'est une bonne idée, et je me rends compte qu'en fait, je pense à l'alcool. Je commence à y penser. Je prends rendez-vous avec toi, je te rencontre, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Quelle méthode tu vas appliquer avec moi ? Alors, c'est du cas par cas. Sur 1000 buveurs, il y a 1000 profils différents. C'est véritablement essayer de rassembler le plus de données possible. Parce que parfois, c'est dans un détail que se joue toute la différence. Et voir comment faire pour faire en sorte que tu sois content de ta consommation d'alcool. Quel est ton objectif par rapport à l'alcool ? Est-ce que, généralement, les gens savent plus ou moins s'ils veulent arrêter, s'ils veulent faire un break, s'ils veulent modérer. À partir du moment où ils veulent modérer, on essaye de rester aux alentours de 10 unités d'alcool par semaine. Ça, c'est la limite. 10 unités par semaine, une unité, c'est une bière, style Jupiler, Pils, de 25 centilitres. C'est un verre de vin de 10 centilitres. Donc 10 unités, c'est une bouteille et demie de vin par semaine, ou c'est 10 petites bières. On essaye de rester aux alentours de 10 unités par semaine. Si la personne vient de 150 unités par semaine, et qu'elle arrive à 50, c'est fantastique. Si la personne est à 50 et qu'elle arrive à 20, c'est fantastique. Donc on ne doit pas arriver à 10. On essaye d'aller le plus près possible à 10. Et si jamais on se rend compte que c'est impossible sur du long terme, ben on envisage une autre solution. Un grand break d'un an, un an et demi. Ou l'arrêt, pourquoi pas. Certaines personnes s'en fichent. Ah oui, ben s'il faut arrêter, j'arrête. Pourquoi 10 unités par semaine ? Quand on propose ces 10 unités par semaine, c'est pas qu'on a envie d'imposer aux personnes qui nous voient de ne boire que 10 unités par semaine. C'est que si elles veulent en boire 500, elles en boivent 500. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on a l'impression qu'on oblige les gens à avoir une consommation modérée, alors que non. Toi, tu l'accompagnes. Oui, tout à fait. Mais ces 10 unités par semaine, c'est le fruit d'une cinquantaine d'études qui se sont rendues compte que, au niveau des dégâts corporels et des dégâts sur la santé mentale, jusqu'à 10 unités par semaine, il se passe quasiment rien. Il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. Mais jusqu'à 10 unités par semaine, ça passe. Et au-delà de 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça va se loger un peu partout dans l'organisme. Donc c'est véritablement une frontière physique qui est créée et qui dit, ben, si tu es aux alentours de 10 unités, et si possible pas en un soir, hein, en 3-4 soirs, tu crains pas grand-chose, reste là. Et si cette consommation est problématique, ben, on passe à un scénario 2. Parce que je connais des personnes qui étaient aux alentours de ces 10 unités par semaine, mais cette femme, à laquelle je pense, pouvait boire de son mari à partir de 18h30 son premier verre, et tous les matins au réveil à 6h30, c'était vivement 18h30 que je puisse boire ce premier verre. Et donc, c'était devenu ça obsessionnel. Prenait vraiment une place dans son esprit, quoi. Ça a occupé sa vie. Elle s'inventait des siestes l'après-midi, entre 14 et 16, pour être plus vite à 18h. Donc elle s'est dit, oups. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce que tu dis là. En tout cas, à partir du moment où l'alcool a une place et qu'on se force le soir à ne pas boire et qu'il est 21h et tu te dis, zut, j'ai pas pris mon petit verre et je vais peut-être mal m'endormir. Et oui, il y a un processus qui fait qu'il y a une petite dépendance physique. Cette dépendance, elle est très faible ou elle est très forte. Et on appelle ça aussi la zone grise. Hein. Le gris peut être le plus clair possible ou le plus foncé possible. Donc, c'est d'essayer de voir où on se situe par rapport à cette zone grise et de manière objective, proposer aux patients de bah, « écoute, tu es là, bah, je te propose quand même d'aller là. Et on va voir avec les jours et les semaines qui passent à quelle facilité c'est. Et si c'est impossible, on va essayer d'aller encore plus loin. Et donc, on jauge en fonction. Mais il n'y a aucun scénario préétabli. Il n'y a aucune méthode. S'il y avait une méthode qui fonctionnait, on l'adopterait tous. Et d'ailleurs, souvent, je vois sur les réseaux sociaux, suivez ma méthode. Ma méthode. Les gens aiment bien les modèles. Hein. De toute façon, c'est sexy d'avoir un modèle. Je prends l'exemple de la méthode simple de Allen Carr. Tu vois, le fameux... Moi, je sais que pour la clope, ça m'a vachement aidé, mais ça
Ça n'a pas suffi. Il fallait que j'ai envie d'arrêter de fumer. J'ai eu des circonstances particulières. Mon entourage était propice pour ça. Et puis, il y a eu le bouquin. Mais c'est pas juste une chose. C'est un ensemble de facteurs qui, à un moment donné, s'alignent pour que tu puisses dépasser ça. Et j'ai l'impression que pour l'alcool, c'est pareil. Comme tu dis, il n'y a pas une méthode, mais il faut que tu aies plein de choses qui soient alignées pour ça. Alors, oui. Et une fois de plus, chez pas mal de personnes, il y a une anticipation. Je me rends compte que ma consommation n'est quand même pas super. Je vais quand même aller voir ce qu'il est possible de faire, ne fût-ce que pour avoir un petit coup de main. Et il y en a qui viennent quand il est beaucoup trop tard, ou beaucoup plus tard. Je perds un peu le fil. Juste pour revenir à ça, on parle quand même aussi du rôle de l'État à un moment donné, ce qu'il peut donner. Je ne pratique et je ne fais le prosélytisme d'aucune religion, mais je pense forcément à la religion musulmane qui dit pas d'alcool. L'alcool, c'est proscrit, tu vois, voilà, pas d'alcool. Et du coup, j'ai des amis musulmans qui me disent, mais nous, on n'y pense même pas parce qu'on a une règle qui nous dépasse, supérieure à nous-mêmes, qui dit, tu ne peux pas. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'avoir à un moment donné un règlement qui dit, mais en fait, l'alcool, ça n'amène rien de bon et donc on ne peut pas. Pour toi? Alors moi je sais que si je donne mon avis, et ce que je vais faire d'ailleurs, mais je sais qu'il y a d'autres alcoologues ou d'autres personnes de soins de santé, thérapeutes qui s'occupent des problèmes d'alcool, qui vont peut-être avoir des cheveux gris avant l'âge, mais peu importe, mon avis c'est que je suis passé par la consommation d'alcool et donc j'ai une autre vision. Supprimer l'alcool, il y en a plein qui sont pour, et moi je suis pas pour, parce que je sais qu'il y a 80% de la population, voire plus, qui arrivent à modérer sa consommation d'alcool, qui arrivent à gérer. Et quand on arrive à gérer 1, 2, 3 verres de temps en temps d'alcool, c'est vachement sympa, c'est vachement cool, même parfois 4, 5, faut pas même si il faut pas dépasser 4 unités par soir, franchement, de temps en temps, se coller une petite mine, sans bagnole, dans une soirée d'anniversaire où on oublie un peu pas mal de choses, ben oui, c'est sympa, bien sûr que c'est sympa. Et bien sûr que c'est ce moment que je regrette aussi, parce que je sais que si je m'y remets un soir, dans une semaine, je serai de nouveau la gueule dans l'égout. Mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, certaines personnes à certains stades, toi par exemple, reprendre un verre, il y a trop de risques à ce que tu reprennes, que tu repartes avec ton 1 va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Oui, et alors, il y a de grandes chances que je sois suffisamment malin pour n'en prendre qu'un seul et me dire ça va. Et 15 jours plus tard, de me dire oh bah tiens, ah oui, j'ai vu cette étiquette, je ne connaissais pas cette appellation, j'ai quand même envie de goûter, ça a l'air pas mal sur le menu d'un resto et de prendre un verre et puis est-ce qu'on n'irait pas prendre un petit verre après et puis j'en prendrai un deuxième et puis je m'arrêterai là. Et puis je me dis, ah génial, super. En fait, j'arrive à maîtriser maintenant. Et puis la semaine d'après, donc ça n'irait pas aussi vite que je le pense, mais a priori, inéluctablement, je rattraperai le temps perdu en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et d'un jour ou l'autre, je me retrouverai la tronche dans le caniveau. Ça, c'est sûr. Dans mon histoire, je ne prends pas le risque parce que j'ai tellement de dégâts corporels que retomber dans une dépendance active et dans une consommation active m'amènerait là-haut assez rapidement. Donc, je ne prends pas ce risque. Je pense que si je n'avais pas ce risque, peut-être que je me serais dit qu'en est-il maintenant après 10 ans ? Est-ce que j'ai un autre rapport avec l'alcool ? Ma vie va quand même beaucoup mieux, j'ai des repères, j'ai une charmante compagne, le boulot que je fais, j'adore, j'ai deux autres boulots sur le côté qui sont fantastiques aussi. Est-ce que je ne réessayerais pas pour voir si ça fonctionne ? Mais là, je ne prends pas ce risque. Mais finalement, moi, à t'écouter, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a tous de très bonnes raisons à discuter ici de manière tout à fait lucide, trouver des bonnes raisons d'arrêter ou de diminuer. Parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé, donc on sait, et aussi ça a des conséquences sociales que l'on sait. La question que j'ai envie de me poser, c'est finalement, par rapport à la nature même de l'alcool, pourquoi continuer ? Dans le sens où, qu'est-ce qu'on va y chercher ? C'est-à-dire, quel est le type de plaisir, si ce n'est que dès le premier verre, je sais que quel que soit ce que je vais boire, j'aurai déjà, dans ce que je vais identifier comme étant mon plaisir, l'ivresse. Et donc, ça, c'est un produit psychotrope. Donc, qu'est-ce que je vais chercher ?
quand je veux considérer que ce que j'ingurgite va me faire justement me détacher, me décoller de la réalité. Est-ce que c'est ça que je vais assimiler au plaisir? Est-ce que c'est un plaisir sain, même avec un verre ou même avec 10 unités par semaine? J'essaie de pousser le curseur le plus loin possible là. Parce que je suis Qu'est-ce pas qu'on va comme ça. chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher quand on boit un verre d'alcool? Alors, il y a, dans certains cas, il y a le goût. C'est des produits qu'on ne retrouve pas dans les Coca, Fanta, Sprite, ni dans l'eau plate. Et il y a une recherche, c'est travaillé. Il y a pas mal de masturbation intellectuelle au niveau du vin, même si certains vins sont bons. Il y a quand même le fait de pouvoir discuter de quelque chose qui nous échappe et tout ça. Et il y a surtout ce côté, pendant quelques instants, de 15 minutes à 4-5 heures, je serai plus dans ma semaine harassante, je serai plus dans l'huissier de justice qui a déposé un courrier avant-hier, je serai plus dans ma femme qui veut me foutre dehors parce que je serai plus dans tac, tac, tac. Et la liste est longue, tellement longue parce que ça dépend de chaque individu. Et on a tous, du lundi au dimanche, des soucis. Donc c'est anesthésiant. Le but est anesthésiant. Ah oui, le but Sortir de soi. Oui, oui, tout à fait. Passer un moment convivial avec cette fameuse pression sociale qui, le soir où tu n'as pas envie de boire de l'alcool, bah tu le bois quand même parce que les autres sont autour et en train de boire aussi et que tu n'as pas envie de te justifier. Et donc, il y a un tout. Alors, soit tu arrives le vendredi soir au dîner et puis on te propose un verre d'alcool et tu n'y avais pas pensé. Ah bah oui, tiens, ah oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que je vais peut-être passer une bonne soirée. Bah, ou soit tu l'as anticipé depuis déjà le vendredi matin en disant vivement ce soir que je le boive. Mais il y a un côté échapper à la réalité, se désinhiber, probablement sortir des choses qu'on n'aurait pas dites sans alcool, faire le con, parce que quand tu fais le con à un dîner à 8 personnes et t'en connais pas 6 sans alcool, bah, ça fait un peu... Hein. Par contre, quand tu as bu une bouteille de vin, bah, tu fais le con et tu t'en fous de ce qu'ils pensent. Donc il y a plus la frontière de je suis con et je m'en fous, et je m'en fous pas. Parlons de cette pression sociale. Lors de mon Dry January, je me suis rendu compte qu'en fait, la pression, elle est immense. Tant que tu ne fais pas ton Dry January, tu ne le vois pas. Parce que justement, on te propose un verre, tu dis oui, instinctivement, et du coup, ça passe. Et quand tu dis non, les gens ont comme un arrêt. En disant, ça va pas, il y a quelque chose. Si t'es une femme et que tu dis non, on dit, tiens, t'es enceinte, tu vois, si t'as l'habitude de boire un verre en société. Et puis, à l'autre côté, c'est ce côté plutôt affectif où je me suis rendu compte que je viens dans ma famille, quand je vais voir cette personne dans ma famille, elle s'arrête de faire ce qu'elle fait, elle s'arrête de travailler. On a l'habitude de boire une bière spéciale ensemble, c'est un moment affectif. Et donc, dès que tu dis non, je prends pas cette bière, il y a comme une tristesse chez l'un et l'autre qui dit, bah tiens, on va pas boire de bière alors, tu vois. Et ce lien, je l'ai vraiment observé, hein, ce lien social qui n'est pas le même. Tu sais, comme si tu ne pouvais pas entrer en relation de la même manière. C'est cette pression, finalement, elle est forte. Tu vas voir cette personne de cette famille et puis elle te dit, avec ses yeux, on ne pourra pas partager comme on le fait d'habitude. Tu as ça tu dois travailler justement cette relation affective chez tes patients? Oui, pas de manière aussi franche et directe que tu viens de l'énoncer, mais effectivement, oui. Cette pression sociale, souvent, les gens sont un peu étonnés quand on dit non, parce qu'ils nous connaissent pour le Dry January ou la tournée minérale en Belgique. Ils nous connaissent et donc ils savent que généralement, on prend une triple carmélite, et puis là, quand tu dis un coca à 18h45, hein, ça va pas? Toi? Et là, pour le Dry January ou la tournée minérale, tu peux dire non, je fais cette tournée minérale. Et là, tu as moins de questions. Si c'est en avril ou en mai, un vendredi à 18h45, et toi, un coca? Un whisky coca? Un coca? Et là, bien sûr, les questions vont bon train. Quand tu ne connais pas ton interlocuteur, c'est pas trop grave. Quand tu connais un tout petit peu, c'est là que c'est plus pernicieux, parce qu'avec des vrais amis, tu ne te justifies pas. Généralement, ceux qui insistent pour te faire boire, ou ceux qui trouvent des raisons, ou qui trouvent que ce n'est pas normal de ne pas boire d'alcool et tout ça, sont généralement des personnes qui elles-mêmes ont un souci avec l'alcool. Donc au début, quelque part, on se sent obligé de boire de l'alcool pour ne pas déplaire à d'autres personnes qui ont elles-mêmes un problème avec l'alcool. Et tout en sachant que plus de 90% de la population s'en fout royalement que tu commandes un verre de vin, un verre d'eau, un verre de coca ou un triple cognac, s'en foutent. Mais et ça leur rentre dans une oreille comme ça leur sort de l'autre. C'est comme si tu disais à table, je prendrais une capricciosa plutôt qu'une quattro stagioni. Et c'est mais vraiment...
Mais par contre, pour les 10% qui restent, et dont on ne doit même pas se justifier, donc cette pression sociale, elle est quand même paradoxale. Et puis, t'as pas aussi l'alcoolique qui a besoin que tu boives avec lui pour oublier qu'il est alcoolique? Oui, bien sûr, il y a l'effet miroir, certainement, de l'alcoolique ou de la personne qui a une dépendance avérée, assez importante. C'est de savoir, une fois de plus, consciemment ou inconsciemment, qu'elle devrait faire comme toi, et elle te voit, elle se voit, elle devrait se voir, et donc ça la dérange. Cet effet miroir qui... Allez, arrête. Hein. Et donc même dans les recommandations que je fais par rapport à certaines personnes qui viennent me voir, c'est quand on se justifie, au début, on peut mentir aux gens. On peut dire non, je bois pas, désolé, je prends les antibiotiques. Même quand on prend les antibiotiques, il y a toujours quelqu'un qui va dire bah, arrête, des antibiotiques, c'est pas grave. Là-dessus, tu peux prendre ne fût-ce qu'un petit verre ou deux. Et même en disant qu'on prend des médicaments, certains vont essayer de nous pousser. Par contre, on peut aller plus loin, c'est dire je prends des médicaments pour le cœur, et à ce moment-là, c'est la seule excuse pour laquelle il n'y a personne qui va essayer de vous dire allez, encore un petit verre. Donc c'est l'excuse ultime. Si on a peur de mentir en société, ou de dire je fais attention, ou de paraître pour un... Ouais, mais les gens, ils vont te dire, ah bon, t'as un problème de cœur, et après t'es parti, quoi. Enfin, finalement, c'est pas une solution. Alors, c'est les reins ou le cœur. Parce que généralement, quand on dit je prends un médicament pour le cœur, ou j'ai un médicament pour les reins, ou parler d'un des organes, généralement, les gens n'investissent pas. Ah oui, ok, ça. Donc, tu vois qu'il y a de la honte quand même, parce que si tu dois commencer à mentir et te justifier, c'est parce que t'as honte de ne plus en prendre, c'est parce que t'en prends d'habitude. Il y a un côté pernicieux là-dedans. Alors oui, et surtout une personne qui arrête de boire de l'alcool parce qu'elle doit arrêter, pour multiples raisons. Ça peut être judiciaire, juridique, ça peut être question de santé mentale, santé physique, et qui, dans un cadre de boulot, en fin de semaine, un after work, dit non, je bois pas. Là, s'il y a 25 questions, ah, tu bois pas, pourquoi tu bois pas? Et le simple fait de devoir se justifier pourrait pousser cette personne à dire, oh, non, je vais quand même prendre un spritz, par exemple. Hein. Et donc, simplement dire, non, je prends un médicament pour le cœur, je peux pas le mélanger avec l'alcool pour l'instant, ça permet de clore le débat et passer à autre chose. Et de ne pas gêner la personne qui, oui, est un peu gênée, de devoir se justifier, de devoir dire, ben oui, j'ai un trouble de l'usage de l'alcool, ou oui, je suis alcoolique, ou j'ai arrêté parce que je suis incapable de modérer, ou bien à chaque fois que je consomme, je rentre avec tous les clients du bar chez moi et je me souviens pas ce qui s'est passé, ou voilà. Mais donc, je reviens à ton patient qui vient te voir, tu dis patient? Oui. Ok. Ton patient vient te voir, tu dis qu'il n'y a pas une méthode, mais il y a des raisons pour lesquelles on boit, et donc tu vas essayer de comprendre quel est son objectif, hein, donc la situation concrète insatisfaisante versus la situation désirée, divers, disunité, l'abstinence complète, etc. Et puis ils vont te parler d'eux, parce que finalement tous les cas sont particuliers, tous les profils ont des bonnes raisons de boire. Tu dis que tu n'es pas psy, mais tu vas quand même traiter des problèmes du quotidien. Ils vont te parler d'autre chose que de l'alcool. Par exemple, donne-nous un peu un exemple, une histoire. Tu as certainement un exemple de quelqu'un qui te vient, tu as eu quelqu'un qui a eu un problème judiciaire. Ça t'est arrivé, des personnes qui viennent, problème judiciaire, ils peuvent plus, ils doivent te voir? Ah oui. Oui, bien sûr. Et donc, tu ne gères pas que le problème d'alcool? Non, mais c'est là que s'il y a des problèmes judiciaires, on est déjà dans des consommations qui sont excessivement lourdes et longues et à répétition. Et le problème judiciaire qui implique de devoir se faire soigner sous-entend que la personne a déjà consommé, s'est déjà fait avoir au moins 4 ou 5 ou 6 fois. Alors soit c'est les 4 ou 5 ou 6 fois où elle consommait et pas de bol, mais généralement c'est des consommations qui... Alors très souvent, l'appui d'un ou d'une psychologue ou psychiatre est requis. Dans les histoires, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de voir un petit peu la structure générale de la vie de la personne. C'est pour voir où ça coince. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que si on changeait cette donne dans cette histoire, est-ce que ça changerait quelque chose? En plus de devoir faire des efforts, j'ai une dame qui est venue, une très gentille dame, qui est venue me voir il y a une semaine et demie, elle est revenue entre-temps. Elle a une pièce dans sa maison où elle peint. Et elle fait de la peinture, elle appelle ça du clash.
trempe dans la peinture et schlax. Et chaque fois qu'elle est dans cette pièce, elle boit. Et elle ne boit que lorsqu'elle est dans cette pièce. Et parfois, elle ne va plus dans cette pièce pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Et donc, on essaie de voir ensemble pourquoi est-ce qu'elle va clasher, pourquoi est-ce que... Un peu comme une transe, quoi. Quelque part, oui. Et donc, elle, ça l'aiderait de savoir pourquoi et peut-être de changer la pièce ou de changer d'activité ou d'arrêter la peinture et de voir ce que ça va engendrer. Mais il y En a tout cas, aussi elle n'arrive pas à ne pas boire quand elle va dans cette pièce pour clasher. Non, elle n'arrive pas à clasher s'il n'a pas bu. Ah, c'est ça. Ouais. Elle a besoin vraiment, à un moment donné, d'avoir un état qui lui permet, un état alcoolisé qui lui permet de clasher. Oui, et je crois qu'elle n'a pas spécialement envie de clasher. Hein. Elle a envie de boire. Et elle en profite pour clasher. Et elle dit à son mari, oui, et comme ça, elle peut montrer des trucs. Ça, c'est encore... Et elle boit nulle part ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ça lui arrive quand même de temps en temps. Mais elle se trouve des excuses. Et notamment, aujourd'hui, elle prend l'avion pour aller dans le sud de l'Espagne. Et a priori, elle n'arrive pas à surmonter sa peur de l'avion, donc elle boit. Et moi, j'ai l'impression que, comme elle veut boire, elle se donne des excuses un peu partout. C'est quand je clash, c'est quand je prends l'avion, c'est quand... Parce que là, on peut comprendre. Ah oui, elle crée, donc elle boit. Ah oui, elle a peur, donc elle boit. Tu crées des obstacles dans ton parcours qui te donnent la permission. Qui font en tout cas que ton entourage comprend un peu et te juge moins, ou est moins critique, ou moins sévère. Ah oui, la pauvre, tu sais, sa phobie de l'avion. On va parler de l'entourage. Parce qu'on parle beaucoup... Je ne sais pas si toi, tu vois, quand tu rencontres ton patient et la famille des patients. Je ne sais pas si tu fais de la systémique, justement, tu vois. Parce que tu n'as pas qu'un patient qui vit l'alcoolisme. Tu as toute la famille qui vit l'alcoolisme. Moi, je suis fils de père alcoolique. Je peux te dire que tu le vis tout petit, l'alcoolisme de ton père. Hein. Je ne sais pas toi, mais... Et donc, toi, tu rencontres une famille, tu parles un peu, tu fais réaliser aussi ce que la vie d'un alcoolique fait dans une famille. Oui, pour un alcoolique, 5 personnes souffrent. Ça, c'est la moyenne. Et donc, j'essaye très souvent d'avoir une compagne, un compagnon, une épouse, un époux, parfois même un enfant. Parce que, soit dans la première ou la deuxième consultation, j'ai compris que cette personne avait un rôle important dans la vie. Et donc, ça me permet parfois d'avoir un second son de cloche. Ça permet à la personne qui vient me voir de voir comment elle est véritablement perçue en fait, par l'entourage, et sans que ce ne soit un pugilat ni un ring de boxe. Et ça permet aussi d'avoir, et c'est surtout ça qui m'intéresse, un allié plutôt qu'un gendarme. Et donc, s'il y a une situation conflictuelle avec une épouse qui, tous les jours à 17h, « T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Il est 17h04, mais tu sens l'alcool? Ah non, c'est pas l'alcool. » j'essaie d'atténuer la chose et de faire comprendre à la personne que malheureusement, ce ne sera pas comme ça que ça fonctionnera. Oui, parce que la pression augmente sinon. Et que si la pression augmente pour un alcoolodépendant, il a tendance à vouloir à un moment donné dire « Ok, si c'est pour faire ça, je vais boire mon verre et je suis tranquille. Oui. » Ça l'effet inverse, le gendarme. Oui. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est pas dans une forme de thérapie systémique où effectivement la personne reste un peu plus longtemps, où on essaie de trouver ensemble des choses qui se sont passées, etc. Mais c'est vraiment pour former une équipe la plus... Et c'est intéressant parce que tu parles du gendarme par rapport à l'allié. Je me souviens d'un couple d'amis où tu avais la compagne qui disait « Mais tu sais, il picole tout le temps, mon mari, quoi. » Et de fait, il picolait pas mal. Et puis, il divorce. Et alors, le mec, il picolait plus du tout. Et tu lui dis « Mais quoi, tu peux picoler maintenant ?» Il dit « Non, mais j'en ai plus besoin maintenant. » Tu vois ? C'était fini, il était séparé. Ouais. Donc, à un moment donné, la pression aussi, effectivement, peut créer l'alcool. Mais pour d'autres, est-ce qu'il ne faut pas justement le moment où la personne que tu aimes le plus te dit « Moi, j'en peux plus » Est-ce que ça peut pas être aussi un déclencheur? T'en as jamais connu, c'est des gens qui ont dit « Moi, je viens parce que je veux pas perdre ma femme, par exemple. » Oui, si, plein. Mais très souvent, l'alcool est encore plus fort. Très souvent. Et l'alcool a raison du couple. Et il y a des séparations, malheureusement, à contre-cœur. Il y a beaucoup de familles qui tiennent très longtemps. Il y a beaucoup d'épouses ou d'époux qui, malgré la maladie de leur moitié, restent 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans et s'oublient et ne vivent plus qu'au travers de la personne qui boit, avec parfois des améliorations, parfois des fuites. Mais très souvent, oui, c'est... Je dis, dans mes questions d'anamnèse, je dis, qui vous envoie ici? Et puis quand je vois le type qui baisse les yeux et qui dit, mon épouse,
eh ben, je me dis, OK, on va travailler ça aussi, parce que si vous ne le faites pas pour vous-même, ça a 99 chances sur 100 de capoter. Par contre, si vous commencez à prendre conscience que le changement viendra parce que vous en avez vous-même l'envie et le besoin, elle en sera la première bénéficiaire. Mais c'est pas pour lui faire plaisir, parce que vous allez lui faire plaisir, et quand vous verrez qu'elle sera enfin un peu mieux, bah, vous allez renégocier avec l'alcool, parce que ouais, bah, ça va mieux maintenant, je peux relax, bam, et vous allez retomber. Et donc, quand ce sera véritablement de votre propre chef, ça aura plus de chances de fonctionner. T'as dit le mot maladie. C'est une maladie C'est une maladie. qui s'attrape au premier verre. Alors là, tout se discute. C'est une maladie, elle a été reconnue par l'OMS en 1979, dans ces eaux-là. C'est tant mieux d'ailleurs qu'elle a été reconnue comme étant une maladie, parce qu'elle permet d'être remboursée lorsqu'on fait des cures, elle permet pas mal de choses. C'est une maladie aussi qui permet de savoir que c'est pas de sa faute. On ne cherche pas à être alcoolique, on ne se dit pas quand on a 12 ans « Ah putain, j'aimerais bien être alcoolique ». Ça semble être un chouette kiff. Et ça peut devenir une chouette passion. Non, malheureusement, quand ça nous tombe dessus, il est déjà trop tard, on ne s'en est pas rendu compte, parce que c'est une maladie progressive. Il n'y a pas de palier. C'est au début, on boit un verre ou deux de temps en temps, et à la fin, c'est 7, 8, 15, 12, 15 35, peu importe, tous les jours. Et entre le 1 et le 25, donc on s'y est habitué, et il n'y a aucun moment où on s'est dit « Ah, je suis en train de le devenir ». Et donc oui, c'est une maladie. C'est une maladie qui est influencé par pas mal de choses, et notamment la génétique. Maintenant, c'est plus approuvé. À l'époque, on se disait, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un rôle génétique des parents ou des grands-parents aussi? Maintenant, oui. Quand on part avec un ou deux parents alcoolodépendants, quand on boit soi-même de l'alcool depuis jeune, c'est-à-dire 13, 14, 15, 16 ans, et qu'on a eu l'habitude de faire du binge drinking assez tôt dans son adolescence. Tu peux expliquer pour les... Oui, binge drinking, c'est boire beaucoup en peu de temps. Et en fait, c'est 4 ou 5 unités en 2 heures. Ça, c'est déjà le binge drinking. Et donc, quand on a ces 3 facteurs, on part avec 60% de chances de soi-même devenir alcoolodépendant. Tu veux dire, sur l'espace de 5 heures, boire ces 5 bières, c'est ça? C'est déjà le cas. Ça, c'est déjà du binge drinking. Et pourtant, 5 bières en 5 heures... Moi, il y a plein de fois où je me suis dit, mais en fait, tu rencontres ton pote, tu l'as plus vu depuis longtemps, tu rentres dans un bistrot en 2 heures, les 5 bières, tu les as enfilées. Hein. Il suffit qu'il y ait le troisième qui rentre et qui dit « Oh, mais les gars, vous êtes là, tenez, c'est ma tournée », et t'es parti. Hein. Et comme on dit, pas de train, mais pas de wagon, tu les enfiles, tes bières. Ah ouais? Le binge drinking, c'est très souvent le cas. Énormément de personnes aussi. Et en fait, le binge drinking est très mauvais parce qu'il endommage très fort le cerveau. Et c'était pas souvent pris en compte à l'époque. On se demandait quelle était la consommation la pire. Est-ce que c'est de boire 10 verres le samedi ou bien 2 verres tous les jours? Et finalement, c'est 10 verres le samedi qui est le plus préjudiciable pour l'organisme et pour le cerveau. Mais j'ai perdu le fil de ta question. Ouais, moi aussi. Mais qu'importe. Arrivons maintenant justement aux symptômes et aux dégâts que peuvent causer l'alcool. Est-ce que tu pourrais nous donner une graduation des choses qui arrivent finalement quand par l'alcool, par l'excès de consommation d'alcool? Alors, au niveau de la petite santé, c'est de ne plus jamais se réveiller en forme. On est tout le temps fatigué, on a toujours l'impression qu'un train nous est passé dessus pendant la nuit, pourtant on s'est endormi en une fraction de seconde. Ça, c'est souvent quand on a une consommation d'alcool quotidienne ou répétée, on ne passe plus par la phase de sommeil récupératrice, le sommeil paradoxal, on le skip. Donc, on dort 8 heures, mais on dort mal 8 heures. Et on est tout le temps fatigué. Au fur et à mesure, c'est ça. C'est avoir des problèmes avec ses selles le matin, c'est avoir des problèmes... je parle des petits dégâts au niveau des dents, au niveau de l'œsophage, et puis ensuite c'est au niveau du foie, et parfois ça va un petit peu partout, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est une combinaison d'autres facteurs médicaux qu'on avait déjà, qui font se rencontrer certaines pathologies plus lourdes, et notamment des cancers. Il y a 7 cancers qui sont directement liés à la consommation d'alcool. Chez la femme aussi, ne pas prendre en compte le fait que le cancer du sein a été sous-estimé par rapport à la consommation d'alcool. Je pense même chez une femme, forcément, enfin quoique le cancer du sein existe chez l'homme aussi, mais chez une femme qui boit 2 verres de vin tous les jours, entre 2 et 3 verres de vin tous les jours, qui est une consommation, pour quelqu'un qui a l'habitude de boire, tu bois 2 verres de vin le soir, entre 18 et 21. Tu ne le vois pas.
tu ne le vois même pas. Ça augmente de 30% la probabilité d'avoir le cancer du sein. Et donc, c'est vraiment, on est dans un rapport qui n'est pas énorme. Hein. Mais c'est pas anodin, 30%. La personne qui boit ses 2 verres de vin tous les soirs ne va même pas penser à consulter. Mais souvent, c'est 3, 4, 5, 6, 7. Et puis là, on augmente encore. Et donc, au niveau de la santé physique, il y a 200 maladies qui sont directement ou indirectement liées à la consommation d'alcool. Et ça va de partout. Je pense même que 30% des patients chez le médecin généraliste sont là sans le savoir à cause de leur consommation d'alcool, ou en le sachant. Mais avec des dommages collatéraux, et parfois c'est tout con, hein. Enfin, j'allais dire une bêtise, parfois c'est, pour exagérer et caricaturer un petit peu, ça peut être des problèmes de dos, parce que on est tous les jours toujours dans son canapé, on est comme ça. Ça, c'est forcer un peu le trait, mais ça va vraiment au niveau de la posture physique, comme au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de la bouche, au niveau de... Moi, ça m'a usé de fond en comble, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est pas anodin cet éthanol qu'on consomme. Et maintenant, tu en as encore, toi, des séquelles. Donc, ça veut dire qu'après, c'est pas comme d'autres choses où on se dit, tiens, si j'arrête, après, je récupère tout à 100%. Tu peux, à un moment donné, perdre vraiment des parties motrices, ou tu peux perdre des parties physiques de ton corps, où ton corps peut se dégrader et ne plus jamais récupérer. C'est possible? Oui, moi j'ai perdu et ils ne reviendront pas parce qu'on m'a retiré le côlon, par exemple. Il y a peu de chances qu'on m'en remette un. Mais mon foie, quand j'ai arrêté de boire il y a 10 ans, on a fait un fibroscan et j'avais le foie gras. C'était un début de cirrhose. Et par sécurité, ou curiosité plutôt, il y a 4-5 mois, j'ai refait un fibroscan et j'ai encore le foie gras. Donc malgré... Il y a peut-être parfois la consommation de certains médicaments, parce que j'ai eu un passé médical assez lourd. Lié aussi à l'alcool? Lié à l'alcool, oui, bien sûr. C'est ça. Et puis là, oui, parce que tu as tous les effets supplémentaires. Donc, tu arrêtes de boire, mais tu dois prendre tes médicaments pour te soigner. Ces médicaments dégradent d'autres parties de ton corps. Oui. Et donc, tu as toujours le foie gras maintenant. J'ai toujours le foie gras maintenant. Ok, donc il y a des séquelles vraiment irréversibles. Oui, et puis comme je picolais dans mon parcours, je fumais aussi. J'ai fumé le cannabis, mais j'ai fumé la clope. J'ai un emphysème. Et un emphysème, c'est une diminution respiratoire. Et donc, même maintenant, c'est cette interview qui dure le temps qu'elle dure. De temps en temps, je sens que j'ai cet emphysème. Et donc, si tu veux une pause, tu le dis. Hein. Oui, je te remercie. Et tu parlais, ça c'est vraiment pour le physique, mais au niveau psychique, est-ce qu'il y a des séquelles pour toi? Est-ce que tu te dis, d'un point de vue psychique, je sais qu'il y a aussi des choses que j'ai perdues, ou que je dois vivre ou penser différemment, ou dans ta vie aussi que tu appréhendes différemment? Oui, oui, j'ai des soucis de mémoire actuellement. Alors j'ai un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH. Et c'est ça qui a fait que j'ai compris par la suite d'où provenait mon alcoolisme, certainement, parce que 30% des personnes qui ont un TDAH développent une addiction, cocaïne, cannabis, alcool, moi j'ai fait les 3. Et donc ce TDAH fait en sorte que j'ai parfois des oublis, mais maintenant je suis en train de me demander si ces oublis proviennent du TDAH, proviennent de mes trop grandes consommations, parce que je suis parfois pas tout net. Les oublis, bon, hier j'ai oublié mon scooter devant mon garage, mais c'est pas un garage dans lequel je suis seul, il y a 30 places de parking. Et donc je l'ai déposé devant, pour faire tout le tour et aller appuyer sur le bouton de l'intérieur. Et quand j'ai fait tout le tour, j'ai oublié que j'avais déposé mon scooter, et donc je ne suis jamais allé le rechercher, sauf le matin où il avait été déplacé. Ça, c'est un oubli probablement dû au TDAH. Mais, par exemple, en consultation, j'ai reçu une personne que je connaissais un peu. Je l'ai recroisée 2 mois plus tard en disant « Alors, comment ça va ?» Et elle m'a dit « c'est pas évident. » Et je lui ai dit « Écoute, n'hésite pas à venir m'en parler à mon cabinet. » Et elle m'a dit « Mais je suis venu. » Et alors là, je la regarde et tout de suite, je souris en faisant « Ah oui, je sais. » Et j'ai dû retourner à mon cabinet pour lire ce que j'avais noté pendant 1h30 et je ne m'en souvenais pas, ou très peu. Donc, ça, ce ne sont pas des oublis qui sont consécutifs au TDAH, mais ce sont des oublis que j'essaie d'investiguer parce que les radios et les scanners sont bons, les IRM sont bons aussi, mais c'est pas du tout normal. Donc, il doit y avoir une provenance de ces consommations d'alcool qui sont pas
qui ne sont pas anodines. C'est sûr et certain, en tout cas, qu'un jour, quand on a une consommation d'alcool importante, on le paye. Plus tôt, certainement. Parfois beaucoup trop tôt, mais quasi toujours plus tôt. On arrive tout doucement à la fin de l'interview et je te remercie parce que c'est vrai qu'on est sur des interviews longues. Ça tient la route, mais bravo, merci pour ça. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui se reconnaissent ou qui ont de la peine pour une personne qui leur est chère et pour qui ils voudraient intervenir? Comment aborder ça pour la personne ou pour un tiers? Alors là, c'est une question qui est trop fréquemment posée avec trop peu de réponses. Enfin, trop peu de réponses. Il y a bien sûr une réponse en 5 points qui est classique, mais il s'adapte à la personne. C'est bien sûr ne pas juger, bien sûr ne pas confronter la personne quand elle a bu. Essayer de parler avec bienveillance, essayer d'ouvrir son cœur, essayer, et ça se transforme en... Ouais, mais là, ça devient des règles et c'est un peu des bullshit words, mais concrètement, toi, tu conseillerais quoi avec ton expérience? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'aurais envie de demander si la personne, tout d'abord, est consciente qu'il y a un souci de sa consommation. Et s'il n'y a déjà pas de conscience, moi j'ai eu personnellement un déni jusqu'à la dernière seconde, quasi, et tant qu'il n'y a pas une prise de conscience qu'il y a un souci, on ne peut pas rentrer dans les soins. Et on ne rentre pas dans les soins. Mais quand tu parles d'un déni, justement, toi, tu es quelqu'un qui a consommé beaucoup. Mais comment est-ce qu'on peut être dans le déni? J'ai donné un exemple de consommation de mon père. Le gars se levait, il prenait un café, ensuite c'était café cognac, puis un deuxième café cognac, puis il pouvait arrêter le café parce que c'était un excitant, donc il buvait le cognac. Il descendait au bistrot, il passait sa journée à picoler à la bière, il rentrait, il s'enfilait une bouteille de martini, il se terminait au cognac et c'était fini, je pouvais le mettre au lit. À quel moment, et il l'était, à quel moment tu peux être dans le déni avec des consommations pareilles? Tu n'y penses pas, et au moment où tu y penses, c'est une fraction de seconde, et tu as tout de suite une autre idée qui vient balayer cette idée-là. Donc tu viens parfois à la conscience que oula, c'est un peu... Et ça passe. J'ai un très bon ami avec qui on picolait souvent. On a énormément picolé. Et de temps en temps, le lendemain, on s'appelait pour savoir ce qu'on avait fait la veille parce qu'on avait un trou noir entre 2h et 6h. Je crois que je suis rentré à 6h parce qu'il y avait certains détails qui... Et on se regardait, et on se parlait, on disait « Ah, on est quand même des bons poivreaux, hein. Ah, on est quand même des bons alcoolos, hein. Ah ouais, mais c'est vrai quand même. Ouais, quand même, c'est pas normal. » Et puis quand on terminait cet appel, à la seconde où on terminait cet appel, on passait à autre chose parce que notre déni avait emporté nos idées qui auraient pu nous faire prendre conscience que on avait une consommation trop importante. Ah, c'est comme ça que le déni fonctionne. C'est vraiment, on se met un voile et on met le focus sur autre chose. Là, tu m'as vraiment éclairé par rapport à ça. Je ne l'avais jamais imaginé comme ça. Il y a certaines personnes qui poussent le bouchon plus loin encore, et celle-là, on peut encore moins faire. C'est des personnes qui disent « Bah oui, je suis alcoolique, bien sûr, je suis alcoolique, je sais très bien que j'ai besoin d'alcool. Parce que je le veux. » Oui, tout à fait. Si un jour je décide d'arrêter, j'arrêterai. Hein. Mais c'est pour montrer, je suis maître de mon sort. C'est ma décision. Et puis tu le mets dans un dry January ou dans une tournée minérale... Généralement, ce profil-là, c'est même pas en rêve, c'est pour les personnes faibles d'esprit. Moi, je mérite. J'ai la volonté. C'est moi qui... Oui. Ah, ça, c'est terrible, parce qu'en plus, tu penses que c'est ton contrôle, que c'est ton besoin. Il y avait le bouquin d'Alain Carr qui parlait de ça, mais pour les clopes, mais ça peut... Pour l'alcool aussi. Hein. Pour l'alcool aussi. Et Alain Carr, il disait un truc, c'était... c'est parce que je le veux, c'est parce que j'aime bien. Et il disait, mais moi j'adore et j'aime bien le homard, mais je ne me balade pas quand je vais en vacances avec 2 homards dans ma valise. Tu vois, ça m'a vraiment marqué cette phrase de dire, mais c'est pas parce que t'aimes bien un truc que t'es obligé d'en planquer partout. Si tu commences à en planquer, si tu commences à être obligé d'en trouver, c'est finalement que c'est la substance qui te domine et pas toi qui la domine. Oui. La liste de choses pour savoir si on a une dépendance ou non est très longue. Mais c'est vrai que le fait d'y penser, le fait que ce soit un peu obsessionnel, et ça peut être un tout petit peu obsessionnel comme énormément obsessionnel, mais c'est vrai que c'est la pensée. En fait, c'est pas la fréquence ni la quantité d'alcool qu'on ingurgite qui fera de nous un alcoolique, mais c'est le rapport qu'on entretient avec le produit. Donc c'est quand il y en a dans le frigo, on va faire une balade, ou ça, dans la forêt de Soigne,
une balade de combien de temps? De 3 heures. Tu sais que dans la forêt de Soigne, il n'y a pas de bistrot. Non, pas aujourd'hui. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt au Sablon? Yeps. Oui, ok, bonne idée. L'axe. Ça, c'est un peu... on va plus au théâtre le soir parce qu'on est empêché pendant 2-3 heures de boire. On va plus au cinéma parce que si c'est un film long, on arrête notre dernier verre à 19h et après la séance à 23h30, va-t'en prouver à ta compagne que tu as encore besoin de duvel avant de t'endormir. Donc non, tu vas plus au cinéma non plus. Par contre, tu vas à des concerts, sans aucun souci. Les concerts, c'est chouette, c'est la vie. Oui, des bars dans les concerts. Après, j'ai envie de te poser une question aussi, sur la fin. Le rapport de l'alcool et le volant en Belgique, tout particulièrement. J'ai l'impression que si on contrôlait vraiment les gens vis-à-vis de ce qu'ils ont consommé en alcool par rapport à la voiture, tu aurais quand même la moitié de la population en tôle. Qu'est-ce que tu penses de ce problème? Parce que l'alcool au volant, quand tu dis qu'on a eu des blackouts, tu as un blackout au volant, on sait les dégâts que ça peut faire, on sait qu'il y a énormément d'accidents à cause de l'alcool, et encore, je pense qu'on a de la chance, il y a beaucoup d'accidents évités. Quel est ton rapport sur l'alcool au volant? On est laxiste, on l'est pas, on devrait faire autrement? Alors je vais te poser la question, quel est, penses-tu, le pourcentage de personnes qui se font contrôler positives lors d'un grand contrôle inopiné un vendredi soir ou un samedi soir? Qu'une idée. Je vous le donne en 1000. Qu'est-ce que vous diriez? Le pourcentage positif? Oui. Mais il doit être faible. Non? Je sais pas moi, 10%? 5%? 3. 3% de positifs. 3% de positifs. Et dans les positifs, il y en a parfois qui sont tout juste au-dessus. Donc il y a quelque part une conscientisation plus importante que je ne l'aurais imaginé de personnes qui ne prennent pas le volant en ayant bu, qui donnent le volant à madame ou dont c'est madame qui donne le volant à monsieur, ça va dans les deux sens, de personnes qui reprennent le Uber, de personnes mais tout simplement de personnes qui ne boivent pas parce qu'elles s'en foutent. Et le nombre de personnes qui vont le week-end à des activités dans lesquelles il n'y a pas d'alcool, au sport, au cinéma, au clax. Donc ça réduit, 3%, ça reste quand même pas mal. Il y en a certains qui sont d'ailleurs bien avancés. Mais alors il y a aussi l'envers du décor, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications, il y a de plus en plus de groupes Facebook qui disent attention, radar ici. Et donc les gens, avant de sortir du dîner, consultent et prennent d'autres... Oui, mais par contre, dans la loi, si tu picoles, tu prends 5 bières, t'attends un gars qui t'en voulait, et puis tu le chopes en voiture, tu l'écrases, sans faire marche arrière évidemment, hein. Il meurt, c'est pas un homicide. C'est pas un homicide volontaire. Tu vois? L'alcool est encore excusé. Tu tues quelqu'un sous l'effet de l'alcool, c'est encore excusé. Ah, là tu me l'apprends... Tu vois, c'est pas un homicide volontaire si à un moment donné, parce que t'as picolé, t'as tué quelqu'un. Il faudra qu'on vérifie, puis si les auditeurs... Ah oui, non, je prenais l'exemple de tuer ton ami, oui, parce que l'enquête prouvera que c'était ton ami et que vous étiez en rixe. Oui, voilà. Mais ça, il faut le prouver, tu vois. Mais si tu tues un piéton sous l'effet de l'alcool après avoir soufflé, oui, non, effectivement, c'est jamais un homicide volontaire. Enfin, sauf si tu te dis, quelle sale gueule, j'aime pas la couleur de sa veste... Mais par contre, volontairement, t'as repris ta voiture, volontairement, t'es sous l'effet de l'alcool, et puis à un moment donné, t'as tué quelqu'un. Donc, dans les faits, t'as tué quelqu'un, et volontairement, tu savais que tu pouvais tuer quelqu'un parce que t'étais sous l'effet de l'alcool. Oui. Oui, effectivement. Ça se discute, on parlera pendant le procès si tu es bien défendu, du passé... angélique que tu as eu dans ta vie, de cette seule fois où tu as consommé de l'alcool, alors qu'on peut vous le prouver, généralement, monsieur ne boit jamais, regardez les prises de sang exemplaires qui. Et donc ça se jouera en fonction des preuves qu'on va amener au tribunal, mais... Ça reste quelque chose quand même où... Je trouve qu'on excuse encore beaucoup de choses vis-à-vis de l'alcool, et même au travail aussi. Tu vas avoir un collègue, un manager ou quoi que ce soit qui déconne. Est-ce qu'il déconne? Est-ce que parce qu'il est alcoolique, il déconne ou pas? Mais qui vient alcooliser, ça sera encore très compliqué de dire, écoute, tu vas souffler maintenant dans le ballon alors que tu es au travail. Tu vois, c'est difficile, même si on sait qu'il est alcoolisé, il est difficile d'appliquer l'idée de dire, on va te demander de souffler au travail.
Alors qu'on dit, tu peux avoir un règlement de travail qui dit que tu dois arriver à jeun, tu dois travailler à jeun, mais malgré tout, tu ne peux pas, on peut pas te demander de souffler dans le ballon au travail. Tu vois, il y a quelque chose encore de très limite avec l'alcool. Que sous l'effet de drogue, etc., tu vas commettre un accident, on va tout de suite te contrôler. C'est assez étrange. Oui, et je suis en train de réfléchir au fait des interdictions qu'il y avait eu à l'époque pour la police. On avait interdit de boire pendant le service, je pense, et ils ont détourné en buvant avant, et en disant non, on n'a pas. Il y avait une aberration. Je ne retiens plus, je ne reviens plus sur cette interdiction qu'ils avaient contournée, mais en tout cas, ils arrivaient et effectivement, ils avaient consommé, mais ils étaient dans la légalité parce que c'était pas par rapport aux interdictions de l'époque. Oui, c'est pareil pour tes gardes. T'es pompier et tu as fait la fête, tu as eu une chouille juste avant et puis il y a une urgence, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à tes collègues, j'y vais pas? C'est compliqué. Tu vois, t'es de garde, t'as bu 4 verres, tu dois aller sauver des gens et en même temps t'as bu. Oui, alors je ne sais pas si ceux qui sont de garde boivent, parce que normalement c'est une interdiction pendant 24 heures au minimum, comme pour les pilotes, comme pour les chirurgiens, c'est 48 heures sans alcool. Et voilà. Donc de garde, pendant tout un temps avant ta garde, tu as l'interdiction de boire. Avant ta garde et pendant ta garde, bien sûr. Oui, pendant, je me doute bien, mais tu vas, ok. Bon, c'est intéressant à savoir. On arrive à la fin, vraiment à la fin maintenant. On aime bien demander, pour nous enrichir, pour enrichir nos auditeurs, quels sont les 3 livres ou médias, en plus de ton podcast, que tu aimerais conseiller maintenant aux gens qui nous écoutent? Alors que j'aimerais conseiller, je ne sais pas si j'aimerais conseiller. En tout cas, le premier... Qui t'ont inspiré? Qui m'ont inspiré, moi, c'est le Big Book des alcooliques anonymes. Donc c'est un livre que j'ai reçu à mes 1 an d'abstinence, signé par rapport à tout mon groupe des alcooliques anonymes. Vraiment, c'est anonyme, mais personnellement, je m'en fous. Et je sais que certaines personnes vont dire « Quoi, il s'en fout, mais c'est anonyme !» Non, je m'en fous. Je ne dirai jamais qui était en réunion ou qui... ou ce qui se passe avec qui, je ne serai pas médisant par rapport à d'autres personnes, mais de mon anonymat, j'en ai absolument rien. Oui, tu peux te dévoiler toi. Tu ne peux pas dévoiler Non, l'autre. normalement, on n'a pas le droit de se dévoiler soi-même non plus. Mais... en tout cas, c'est plutôt l'attrait qui doit faire en sorte qu'on aille dans ce genre de réunion plutôt que la réclame. Donc il ne faut pas en parler, mais il faut montrer. Par rayonnement. Voilà, et j'estime que, comme je prends souvent la parole dans des médias ou sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a un moment donné où si je peux faire en sorte que certaines personnes se disent « Ah, mais finalement, c'est pas que pour les débiles mentaux, les alcooliques anonymes », ah bah tant mieux. En fait, c'est un peu comme le Fight Club. Tu vois, première règle, si on ne parle pas du Fight Club, tout le monde est là, quoi. Ouais. Ok. Donc ce le Big Book. Ce Big Book des alcooliques anonymes, c'est véritablement une encyclopédie, je crois que c'est 650 pages de philosophie, de règles, d'éthique par rapport à l'alcool. Ça, c'était le premier livre que je voulais partager. Le deuxième livre, c'est « Et toi, pourquoi tu bois ?» de Charlotte Perronnet, qui est une copine française, parisienne, qui est tombée dedans quand elle était petite et qui, comme beaucoup, est tombée dans l'oreca par la suite. Et elle a ouvert son propre resto. Et elle avait une tireuse dans laquelle il y avait sa bière préférée. Et je pense qu'elle allait parfois jusqu'à 8 litres de bière par jour. Et elle est sortie de l'alcool il y a 4 ans et demi. Elle a écrit son bouquin « Et toi, pourquoi tu bois ?» parce qu'elle explique, pendant tout le livre, les raisons qui l'ont poussée, elle, à boire de l'alcool. Elle a 35 ans, pas plus. Et le postulat, c'est sans jugement aucun, c'est « Et toi, au fond, pourquoi tu bois ?» Et donc, quand elle donne toutes ces pistes, parfois on dit « Ah oui, moi, c'est un peu de ça. Ah oui, ah non, pas du tout. » Et donc ça, c'est un chouette bouquin assez récent. Et le troisième, c'est un média, c'est un ami qui s'appelle Baptiste Mullier, qui est un Parisien aussi, et qui a une communauté sur Instagram assez importante. C'est pas parce qu'elle est importante que j'en parle, mais c'est justement parce qu'elle est importante que je l'ai connue. Et c'est parce que c'est un type tout gentil, tout neutre, tout sympa, qui partage des phrases, qui partage son ressenti d'ancien buveur. Il a arrêté aussi il y a 9 ans, lui. Et ces phrases sont percutantes parce qu'elles ne jugent pas, elles posent des questions et elles sont toujours très intéressantes. Et de par son parcours, maintenant, il parcourt la France et il fait université après université pour aller
pas dire transmettre la bonne parole, mais en tout cas apporter sa vision de l'alcool et de l'alcoolisme. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses qui sortent un peu du lot pour moi. Excellent. On arrive maintenant à nos 3 questions. Est-ce que tu veux poser la première, la deuxième, comme tu veux? Il me semble la première, c'est qu'est-ce que tu souhaites laisser à ta famille? C'est la deuxième, mais c'est très bien. Ouais, À ta famille. ta famille. Je dis ça souvent à ma compagne, qu'il y a de grandes chances que je parte plus tôt qu'elle, parce que la manière dont je suis rafistolé maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel âge je tiendrai. Donc ce que j'ai envie de laisser, c'est le plus d'amour possible. Et peut-être une fin avec un enterrement rigolo, dans lequel les gens seront habillés en fluo avec de la musique de... Du Grand Jojo? Voilà, par exemple. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais laisser au monde? Alors, ce que je souhaiterais laisser au monde, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler maintenant, enfin, laisser d'une manière physique, j'aimerais bien, parce que pour l'instant, les alcooliques anonymes et les autres groupes de parole ne vendent pas du rêve, et je travaille sur créer un groupe de parole qui serait vraiment chouette, dynamique, souriant, même si certains le sont, mais j'ai envie de créer quelque chose comme ça qui puisse durer. Ça, c'est parce que je sais que je vais pas laisser une grande phrase ou une empreinte de ma personne. C'est quoi, une version un peu plus sexy des alcooliques anonymes? Oui, Ouais, voilà. ok. Plus légère. Plus légère et peut-être plus ciblée. Ok. Et la dernière, et non des moindres, et Dieu dans tout ça? Eh ben, c'est pas si innocent que ça, en fait. Et à la base, je m'en fiche un peu. Quand on arrive, justement, j'ai beaucoup parlé des alcooliques anonymes aujourd'hui, et notamment je leur rends hommage avec le Big Book, mais quand on arrive chez les alcooliques anonymes et qu'on ne sait pas ce que c'est, on s'assied à table, la réunion commence, le modérateur retentit la petite sonnette, tout le monde se lève et dit ensemble « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Oui, tout à fait. Et donc là, on est déjà plongé dans qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis on parle de puissance supérieure, et donc au fur et à mesure de 10 années de réunions des AA, je me suis rendu compte que ça a été créé par 2 personnes excessivement pratiquantes et qui ont instauré leurs 12 étapes avec des phrases religieuses. Et donc je ne vais pas dire que je me suis intéressé de plus près, mais en tout cas, une puissance supérieure, je n'y suis pas indifférent, même si ça ne reste pas quelque chose dans lequel j'accorde plus d'importance que ça et plus de temps. Tout simplement. Eh bien, merci pour cet éclairage. On te souhaite bonne suite. En tout cas, continue à accompagner, à aider les personnes qui, sur ton chemin ou sur le leur, en ont besoin. Je pense que ce sont des opportunités essentielles de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Merci pour cette envie, cette volonté que tu as. Je pense que on est loin du bullshit job. On est dans une personne qui a trouvé sa place dans cet univers. C'est fantastique et ça remplace tous les diplômes. Merci pour ça. Merci à toi. Merci à vous 2. Et à vous 3. Ouais. Et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui visionnez, n'oubliez pas également de trouver votre voie, votre chemin et éteignez vos télés. À très bientôt. À bientôt, merci.